Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez un like. Ce soutien aide vraiment à faire connaître ces affaires. Maintenant, entrons dans les faits. Le 2 mai 2017, à Coleman, en Alabama, peu avant 23 heures, un appel est passé au service d'urgence. Un homme parle d'une voix remarquablement calme. Il dit au répartiteur que sa femme vient de mettre fin à ses jours à l'intérieur de son véhicule, garé juste devant leur domicile. Des agents arrivent en quelques minutes. Derrière le volant du SUV se trouve Tiffany Crawford, 32 ans. Elle a reçu 2 balles dans la tête et un revolver calibre 38 repose dans sa main gauche. Après un rapide examen du véhicule, les enquêteurs locaux classifient initialement le cas comme un décès apparemment auto-infligé. À première vue, cela ressemble à une affaire ordinaire qui allait rapidement disparaître des rapports de crime quotidiens. Mais je veux que vous regardiez de plus près ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Premièrement, Tiffany était incontestablement droitière. Alors, comment un lourd revolver s'est-il retrouvé dans sa main non dominante? Deuxièmement, se tirer 2 balles dans la tête est extraordinairement difficile d'un point de vue physique. Mais la partie la plus déconcertante de cette histoire ne se trouvait pas à l'intérieur du SUV, avant même que les enquêteurs d'État n'arrivent sur les lieux. La belle-mère de Tiffany s'est présentée. Par coïncidence, elle travaillait au bureau local du shérif. Et savez-vous quelle décision les autorités de Coleman ont prise cette nuit-là? Elles n'ont jamais mis le SUV en fourrière comme pièce à conviction principale. Au lieu de ça, les officiers ont remis les clés à la famille de Jason. Le lendemain matin, alors qu'un enquêteur d'État y était encore en route pour obtenir un mandat de perquisition, les proches de Jason se sont présentés avec des seaux d'eau et des produits nettoyants. Ils ont soigneusement récuré l'intérieur, éliminant chaque trace de sang avant que les spécialistes en médecine légale n'aient eu la moindre occasion de traiter le véhicule. Avez-vous déjà entendu parler d'un cas où les forces de l'ordre ont permis à une famille de nettoyer en profondeur la scène de crime principale avant l'arrivée des enquêteurs médico-légaux? Pour moi, ça soulève de sérieuses questions. Qu'est-ce qui a disparu avec tout ce qu'ils ont lavé? Et pourquoi les autorités locales ont-elles laissé faire, sans intervenir? Pour répondre à ces questions, nous devons remonter plusieurs années en arrière et examiner tout ce qui a mené à cette nuit-là. Pour comprendre qui aurait pu vouloir Tiffany hors du tableau, nous devons reculer de 4 ans. En 2013, elle a créé un groupe de soutien local appelé Mothers Helping Mothers. Début 2017, la communauté avait grandi à plus de 8300 membres actifs. Tiffany élevait son fils Tristan et sa fille Symphonie, organisait constamment des événements communautaires et semblait de l'extérieur avoir construit le genre de vie que beaucoup admiraient. Tout semblait se dérouler exactement comme prévu. Mais cette image était bien plus fragile que quiconque ne le réalisait. La réalité derrière la porte de la chambre était complètement différente. Le détachement émotionnel chronique de son mari a poussé Tiffany vers une décision risquée. Elle a commencé une relation secrète avec un homme nommé Kyle Sunday, et c'est là qu'un détail enfoui dans le dossier se démarque immédiatement. À un moment donné, Tiffany a intentionnellement pressé un fer à friser chaud contre son propre cou, se laissant une brûlure. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? La réponse était étonnamment pratique. Elle avait besoin de cacher les marques fraîches que son petit ami lui avait laissées, avant que son mari ne les remarque. La vie dans cette maison était devenue un exercice constant dans l'art de cacher les choses. Durant l'hiver fin 2016, et début 2017, son beau-père lui a offert ce même revolver calibre 38 comme cadeau pour sa protection personnelle.
Elle s'est immédiatement inscrite à un cours certifié de sécurité des armes à feu. Plus tard, son instructeur, James Curtis, a témoigné d'une façon qui a complètement ébranlé la théorie originale de la police. Il a expliqué que Tiffany tirait toujours avec une prise à 2 mains. Elle ne s'était jamais entraînée à tirer d'une seule main, et certainement pas avec sa main gauche non dominante. Au printemps 2017, Kyle a mis fin à la relation de façon inattendue. Mais au lieu de s'effondrer, Tiffany a pris une décision délibérée et pratique. Elle a pris un emploi de caissière dans une épicerie locale. Son plan était simple: économiser suffisamment d'argent, déposer discrètement une demande de divorce, partir et commencer une vie indépendante selon ses propres conditions. Le 1er mai, exactement 24 heures avant que son corps ne soit découvert, Tiffany a rencontré la psychothérapeute agréée Laura Doss. La thérapeute a effectué une évaluation complète de son bien-être émotionnel. L'évaluation clinique officielle était claire. Tiffany regardait vers l'avenir avec confiance, avait l'intention de résoudre ses problèmes un à un et ne montrait absolument aucun signe de vouloir mettre fin à ses jours. En parcourant ses dossiers, je ne pouvais m'empêcher de questionner les conclusions des premiers agents intervenants. Ils regardaient une mère déterminée, qui économisait de l'argent pour un nouveau départ, faisait des plans clairs pour l'avenir et avait reçu une évaluation de santé mentale officielle la veille même de sa mort, confirmant qu'elle était émotionnellement stable. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui se prépare à appuyer sur la gâchette? Si vous suivez cette affaire et que vous voulez voir la suite, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire. À quel moment avez-vous commencé à douter de la version officielle? On continue. Le matin du 2 mai 2017, Tiffany a fait une autre entrée dans son journal personnel. Elle a écrit qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour rester positive, s'accrocher à sa foi, continuer d'avancer et déterminer ses prochaines étapes. Elle se préparait à quitter ce mariage. Mais les événements de ce jour allaient se dérouler dans une direction complètement différente. Vers 16h30, cet après-midi-là, Jason Crawford s'est assis à l'ordinateur de Tiffany et a commencé à fouiller méthodiquement ses fichiers personnels et ses messages privés. Il n'a pas tardé à trouver des conversations textuelles qui confirmaient clairement qu'il y avait un autre homme dans sa vie. Pendant que Jason lisait ces messages, Tiffany n'était pas près de la maison. Elle avait déposé Tristan et Symphonie chez une amie de longue date, Caroline Gamble, puis s'était rendue à un rendez-vous cosmétique avec une autre amie, Aaron Williams. Après le rendez-vous, les 2 femmes se sont arrêtées pour manger quelque chose. Aaron a encouragé Tiffany à être honnête avec son mari et à lancer enfin la procédure de divorce. Aucune d'elles ne réalisait qu'il n'y avait plus aucun intérêt à garder le secret. Son téléphone a sonné. C'était Jason. Il lui a dit directement qu'il était au courant de l'aventure. Tiffany a tout nié, insistant qu'elle n'avait aucune idée de quoi il parlait, et a rapidement mis fin à l'appel. Mais Jason a continué à fouiller le disque dur, découvrant de plus en plus de détails. À 18h30, il a rappelé, cette fois en la confrontant, avec des informations spécifiques. Il n'était plus possible de nier. Tiffany a admis l'aventure. Jason a immédiatement exigé qu'elle rentre à la maison. Juste après cette conversation, Tiffany a appelé sa mère, Sherry. Elle lui a expliqué que Jason avait tout découvert et a admis qu'elle était sous une pression énorme à l'idée de le voir en personne. Sherry a exhorté sa fille à faire attention. Regardons maintenant de plus près ce que Jason faisait durant ces mêmes minutes. Il ne se contentait pas de rester assis dans une maison vide à attendre que Tiffany rentre. Il a commencé à appeler tous ceux
qui aurait pu être au courant de la situation. Son premier appel était pour Kyle Sunday. Comme on pouvait s'y attendre, Kyle n'a pas répondu. Ensuite, Jason a appelé Caroline Gamble, l'amie qui gardait Tristan et Symphony. Il lui a demandé directement si Tiffany avait été impliquée avec un autre homme. Caroline a confirmé que la relation était réelle. Il y a un autre détail important ici qui mérite attention. Le premier mariage de Jason avec une femme nommée Christina Thomas s'était également terminé à cause d'une infidélité. Durant sa conversation avec Caroline, il a ouvertement dit qu'il n'avait aucune intention de vivre quelque chose comme ça une deuxième fois. Jason a ensuite rappelé Tiffany 2 fois de suite. Son message ne pouvait pas être plus clair. Récupère Tristan et Symphony immédiatement et rentre à la maison. À partir de ce moment-là, une rencontre face à face entre les deux était inévitable. Le matin du 3 mai, le shérif Matt Gentry a officiellement décidé de transférer l'enquête à l'agent d'État d'Alabama, Joe Parrish. La raison semblait parfaitement raisonnable. La mère de Jason travaillait au bureau du shérif, donc transférer l'affaire éliminerait tout conflit d'intérêts potentiel. Mais voyez-vous la contradiction? Les autorités locales se sont soudainement préoccupées d'éthique professionnelle, seulement après avoir déjà remis les clés du SUV couvert du sang de Tiffany à la famille de Jason la nuit précédente. Entre-temps, les proches de Jason se sont rassemblés à la maison. Même sa première femme, Christina, est venue le soutenir. La même femme dont la relation avec Jason s'était jadis terminée à cause d'une infidélité. Elle a trouvé le veuf en larmes aux côtés de son père, Chris, et de son fils aîné. Peu après, Jason a fait une demande inhabituelle. Il a demandé à son père de nettoyer l'intérieur du SUV de Tiffany. Son explication était émotionnelle. Il a dit que chaque rappel de ce qui s'était passé devait être retiré avant que Tristan et Symphony ne puissent accidentellement le voir. Christina a décidé d'aider son ex-beau-père. Ensemble, ils ont pris de l'eau et des produits nettoyants et ont personnellement récuré la scène de crime principale. Durant ce nettoyage extensif, Chris a découvert quelque chose de profondément troublant. Plusieurs dents de Tiffany étaient logées dans les grilles de ventilation de la climatisation du véhicule. Il a également trouvé son journal personnel à l'intérieur du SUV. Alors qu'il essuyait soigneusement le sang du tableau de bord, il s'est arrêté pour lire les dernières entrées que Tiffany avait écrites. Vers midi, un officier local a finalement appelé. L'agent Parrish demandait maintenant le SUV pour un traitement médico-légal. Au moment où il est arrivé avec un mandat de perquisition officiel, il s'est retrouvé face à un véhicule qui avait été soigneusement nettoyé. Il ne restait plus une seule tache de sang visible à l'intérieur. Le père de Jason a simplement remis aux enquêteurs les dents qu'il avait trouvées, ainsi que le journal de Tiffany. Il n'a pas fallu longtemps à un enquêteur expérimenté pour réaliser que la pièce à conviction physique la plus importante avait déjà été définitivement compromise. Parrish a immédiatement commencé à passer en revue tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Il a écouté l'appel de Jason au service d'urgence et regardé les images de la caméra corporelle de l'agent intervenant. Un détail a immédiatement attiré son attention. La voix de l'appelant semblait inhabituellement détachée. Plus surprenante encore, Jason n'avait jamais mentionné l'aventure ou la confrontation houleuse qui s'était déroulée plus tôt dans la soirée lorsqu'il s'est adressé aux agents intervenants. Mais les découvertes les plus alarmantes sont venues des rapports officiels. En passant la paperasse en revue, Parrish a réalisé combien d'étapes critiques avaient été manquées. Personne n'avait testé les mains de Jason
pour des résidus de tir possibles cette nuit-là. Pas un seul officier n'avait pensé à récupérer ses vêtements, afin que des spécialistes médico-légaux puissent les examiner pour des preuves biologiques qui n'auraient pas été visibles à l'œil nu. Ce qui continue de m'étonner, c'est l'énorme lacune logique derrière les actions des agents intervenants. Regardez simplement les faits. Jason était la dernière personne connue avec Tiffany avant sa mort. Les deux avaient été impliqués dans une confrontation sérieuse ce même soir. Pourtant, dès l'arrivée des agents, il allait être traité de fait comme s'il ne pouvait pas être un suspect. Comment peut-on ignorer les étapes d'enquête les plus basiques? S'agissait-il d'un niveau choquant d'incompétence? Ou quelqu'un protégeait-il délibérément le fils d'un collègue? Au moment où l'agent Parrish a pris en charge l'affaire, il n'avait d'autre choix que de reconstruire le dossier, en utilisant uniquement les preuves que la famille n'avait pas déjà lavées. Pendant que Parrish se concentrait sur les événements suspects qui s'étaient déroulés durant les premières heures après la mort de Tiffany, le docteur Valerie Green, du département des sciences médico-légales de l'Alabama, a commencé son propre examen. Ses conclusions préliminaires ont complètement démoli la théorie originale de la police. Je veux que vous prêtiez une attention particulière aux preuves médicales, car la science dure a une façon d'exposer les faux récits mieux que presque n'importe quoi d'autre. Après avoir examiné la blessure à la tempe gauche de Tiffany, le docteur Green a documenté l'absence complète de particules de poudre à canon et le manque de brûlure caractéristique autour de la blessure d'entrée. Cela a permis aux spécialistes médico-légaux d'atteindre une conclusion très spécifique. Le canon du revolver se trouvait à plus de 25 cm de sa tête lorsque le coup de feu a été tiré. Pensez à la mécanique de cela. Tiffany était assise sur le siège conducteur. Jason affirmait l'avoir trouvée seule à l'intérieur du SUV verrouillé. Comment quelqu'un pourrait-il physiquement étendre un lourd revolver à plus de 25 cm de sa propre tête en utilisant sa main gauche non dominante dans l'espace confiné d'un véhicule, tout en visant avec précision sa tempe? Il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour que cette position fonctionne. Et les preuves ne s'arrêtent pas là. Lorsque le docteur Green a examiné les photographies de la scène de crime à l'intérieur de la portière conducteur, elle a remarqué quelque chose d'impossible à ignorer. La garniture en plastique et la vitre étaient complètement propres. Du sang avait été trouvé sur la console centrale, le tableau de bord et le plancher côté passager. Pourtant, il n'y avait pas une seule goutte visible sur la portière conducteur. Le schéma des taches de sang a orienté les enquêteurs vers une conclusion inévitable. Au moment où les coups de feu ont été tirés, la portière conducteur était grande, ouverte. Il y avait une autre découverte critique. Aucune des deux blessures par balle de Tiffany n'a été classifiée comme une blessure de contact. Dans les cas impliquant des tirs auto-infligés, le canon est généralement pressé fermement contre la peau, laissant des dépôts de suie distinctives et d'autres marques liées au contact. Ici, aucune des deux blessures ne présentait ces caractéristiques. D'un point de vue médico-légal, tirer 2 coups sans contact dans sa propre tête est considéré comme extraordinairement improbable. La dernière pièce est venue de l'experte en armes à feu Angela Fletcher, qui a analysé le revolver lui-même. Elle a découvert des traces microscopiques d'ADN sur la gâchette et la poignée. Il n'y avait pas assez de matériel génétique pour identifier un individu spécifique, mais les marqueurs biologiques indiquaient clairement que l'ADN provenait d'un homme. À ce stade, le tableau scientifique a commencé à prendre forme. Quelqu'un semble avoir été debout à l'extérieur de la portière conducteur ouverte, a tiré à distance, a soigneusement essuyé les surfaces métalliques
lisse du revolver, ne laissant qu'une infime trace d'ADN, puis a placé l'arme dans la main gauche de Tiffany. Après avoir examiné toutes les conclusions médico-légales, le médecin légiste a officiellement changé la cause du décès d'une mort auto-infligée à un homicide. Pour la première fois, les enquêteurs avaient de solides bases médico-légales pour examiner de beaucoup plus près l'homme qui s'était présenté comme le veuf éploré depuis le tout début. Environ une semaine après la mort de Tiffany, l'agent d'État Joe Parrish s'est assis avec Jason pour leur premier entretien officiel. Jason semblait calme et confiant. Et durant cet entretien, il a volontairement partagé un détail qui a finalement sapé la scène même que les enquêteurs pensent avoir été mise en scène à l'intérieur du SUV. Officiellement, Jason a déclaré que Tiffany n'était absolument pas ambidextre. En fait, il a souligné qu'elle pouvait à peine effectuer des tâches précises ou coordonnées avec sa main gauche. Pensez à quel point cette déclaration est remarquable. Jason lui-même a confirmé que Tiffany était physiquement incapable de manier avec précision une arme à feu avec sa main non dominante, alors que c'est précisément la main dans laquelle le lourd revolver avait été trouvé. Si cette affaire vous tient en haleine, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine histoire. La suite arrive, on reprend, là où on s'est arrêté. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, pour suivre toutes les prochaines affaires. Peu après, les enquêteurs ont programmé un deuxième entretien. Cette fois, l'interrogatoire était mené par l'enquêteur vétéran Jeff Rothenberg. Jason a accepté de passer un examen polygraphique. Durant le test, l'examinateur a documenté des réponses physiologiques incompatibles avec des réponses véridiques. À la fin de l'examen, l'examinateur a dit directement à Jason que les résultats étaient défavorables et qu'il n'avait pas passé le test. Rothenberg a immédiatement commencé à poser des questions plus directes et à augmenter la pression. Le calme de Jason a disparu presque instantanément. Il a brusquement mis fin à l'entretien de lui-même, refusé de continuer et est sorti. Pendant que Jason ne coopérait plus, les enquêteurs ont reçu ce qui allait devenir l'une des déclarations de témoins les plus significatives de toute l'affaire. Elle venait de Logan, le fils de 14 ans de Jason, issu de son premier mariage. Logan était éveillé cette nuit-là. Il se souvenait clairement d'avoir entendu une longue dispute entre son père et Tiffany sur le porche arrière. Prêtez attention à la séquence de sons qu'il a décrite, car l'ordre compte. Premièrement, il a entendu la porte arrière s'ouvrir et claquer. Ensuite, il a entendu le portillon de sécurité pour enfants s'ouvrir et se fermer. Ce n'est qu'après ces sons et les pas que le premier coup de feu a retenti. Immédiatement après, il a entendu Tiffany crier. Ce n'est qu'alors que le deuxième coup a suivi. Cette chronologie est fondamentalement incompatible avec l'affirmation que Jason est resté à l'intérieur de la maison, pendant que Tiffany appuyait elle-même sur la gâchette. Il a fallu aux enquêteurs près d'un an entier pour recevoir tous les rapports médico-légaux finaux, y compris les résultats retardés du laboratoire balistique d'État. Une fois les preuves scientifiques rassemblées aux côtés du témoignage de Logan et de l'échec au polygraphe, les enquêteurs étaient prêts à aller de l'avant. Le 17 mai 2018, un an après les événements dans l'allée, un grand jury du comté de Coleman a mis Jason en accusation pour meurtre intentionnel. 4 jours plus tard, le 21 mai, il s'est volontairement rendu au centre de détention du comté de Coleman. À ce stade, vous pourriez penser que l'affaire était enfin terminée une fois Jason arrêté. Ce n'était pas le cas.
Il a passé exactement 30 minutes derrière les barreaux. Le tribunal l'a libéré sous une caution immobilière de $100 000. Ses avocats de la défense, Robert Tutton et Nicholas Weatherly, ont présenté un argument difficile à surmonter. Il n'y avait pas une seule pièce de preuve biologique directe reliant leur client au crime. Pas de sang sur ses vêtements, pas de résidus de tir collectés sur ses mains, rien. Et les enquêteurs n'avaient aucune réponse efficace, car ces tests critiques n'avaient jamais été effectués. Les premiers agents intervenants avaient simplement échoué à préserver les preuves quand ils en avaient eu la chance. Alors que s'est-il très probablement passé cette nuit-là? Les enquêteurs avèrent le témoignage de Logan, les rapports médico-légaux et les preuves balistiques. Lorsque ces pièces sont assemblées, elles forment une reconstruction remarquablement claire de la soirée du 2 mai. Pas de spéculation, juste les preuves physiques et la séquence des événements. Tiffany est arrivée à la maison avec Tristan et Symphony. Jason a immédiatement emmené les deux enfants à l'intérieur, les a préparés pour le coucher et a ordonné à Tiffany de rester dehors. Une longue dispute émotionnelle a commencé sur le porche arrière. Elle a duré plus d'1 heure. Jason lui a dit qu'elle n'avait plus sa place dans cette maison. Il l'a confrontée ouvertement sur l'aventure et lui a demandé de retirer son alliance. Réalisant qu'elle ne serait pas autorisée à rentrer pour la nuit, Tiffany lui a demandé d'au moins lui apporter son uniforme de travail pour le lendemain à l'épicerie. Il a accepté. Jason est sorti sur le porche, a jeté négligemment les vêtements vers elle et lui a dit qu'il n'avait plus rien à se dire. Selon sa version officielle, il est alors rentré à l'intérieur, a fermé la porte d'entrée et est allé dans une pièce sécurisée. Mais c'est là où la chronologie de Logan et les preuves physiques remettent complètement en question cette version des événements. Logan se souvenait clairement d'avoir entendu la porte extérieure claquer. Puis il a entendu le portillon de sécurité pour enfants grincer en s'ouvrant et se fermant. Ce sont les sons d'un adulte qui s'éloigne de la maison et se dirige vers l'allée. Tiffany s'est assise sur le siège conducteur de son SUV. La portière conducteur est restée grande, ouverte. Elle pleurait, la tête baissée. Le revolver que son beau-père lui avait offert, pour sa protection, était toujours dans la pochette inférieure de la portière. Selon la reconstruction des enquêteurs, Jason s'est approché du SUV, a calmement retiré le revolver du compartiment de rangement et l'a pointé sur Tiffany. Le premier coup de feu a retenti. La balle l'a atteinte à la joue. Réagissant instinctivement, Tiffany a levé sa main gauche pour tenter de se protéger. Les enquêteurs pensent que ce mouvement explique les abrasions documentées plus tard sur sa paume. Un cri perçant a suivi. Quelques instants plus tard, le tireur a légèrement reculé, a ajusté la distance et a tiré un deuxième coup vers sa tempe. Au moment où tout s'est tu, les enquêteurs pensent que la mise en scène a commencé. Le tireur a rapidement essuyé les surfaces métalliques lisses du revolver, en supprimant le plus de traces possible. Il a ensuite forcé l'arme dans la main gauche de Tiffany. Après avoir arrangé la scène, il a fermé la portière conducteur, scellant les taches de sang à l'intérieur du SUV et les cachant à quiconque passait par là. J'ai remarqué quelque chose dans des affaires comme celle-ci, encore et encore. Même la dissimulation la plus soigneusement planifiée peut s'effondrer à cause d'une erreur qui ne dure que quelques secondes. Après être retourné dans le couloir vide, le veuf a appelé les services d'urgence. Toujours sous l'adrénaline, après avoir mis en scène la scène, il a calmement guidé le répartiteur à travers sa version des événements, complètement convaincu d'avoir pris en compte chaque détail et d'avoir écarté tout soupçon de lui-même. Le processus juridique s'est étiré sur plus de 5 ans. Ce n'est qu'en novembre
2022 que l'affaire est finalement allée en procès. La défense a centré sa stratégie sur l'état émotionnel de Tiffany. Ses avocats ont soutenu que la fin de sa relation avec Kyle, combinée à la consommation d'alcool, l'avait poussé à mettre fin à ses jours. Dans un effort pour renforcer sa défense, Jason Crawford a pris une décision risquée. Il a choisi de témoigner. À la barre des témoins, il a soigneusement décrit la dispute qui avait eu lieu dans le jardin cette nuit-là. Puis quelque chose s'est produit, que personne dans la salle d'audience n'attendait. En décrivant Tiffany assise sur le siège conducteur, la tête baissée, pleurant de façon incontrôlable, Jason a soudainement commencé à rire devant le juge. Lorsqu'on lui a demandé directement par son propre avocat s'il trouvait la tragédie amusante, il a répondu non. Mais ce qu'il a dit ensuite a stupéfié tout le monde dans la salle d'audience. Jason a admis que cette nuit-là, il voulait que Tiffany ressente la même douleur insupportable qu'il croyait qu'elle lui avait causée par son aventure. En même temps, il a continué à nier avoir jamais appuyé sur la gâchette. Alors, qu'est-ce qui a finalement convaincu le jury? Au début, les jurés ne parvenaient pas à une décision unanime. Après près de 2 heures de délibération à huis clos, ils ont demandé une pièce à conviction spécifique, l'enregistrement de l'appel d'urgence de Jason, la nuit de la mort de Tiffany. Encore et encore, ils ont écouté une déclaration particulière. Jason a clairement dit au répartiteur que le revolver était posé à côté du corps de Tiffany sur le siège. Puis ils ont comparé ces mots avec les photographies de la scène de crime et les images de la caméra corporelle de l'agent. Ces images montraient quelque chose d'entièrement différent. Le revolver était fermement positionné dans la main gauche de Tiffany. Cette incohérence documentée, faite dans les toutes premières minutes après le crime, a brisé la crédibilité du récit de Jason. Le 18 novembre 2022, le jury a rendu son verdict final. Coupable de meurtre au 1er degré, Jason a immédiatement été menotté et escorté hors de la salle d'audience. Le 10 mars 2023, la juge Martha Williams a prononcé la peine, 99 ans de prison. En vertu de la loi de l'Alabama, il ne sera pas éligible à une demande de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 15 ans. Tiens-dedans. Mais il y a un dernier résultat dans cette affaire que j'ai encore du mal à comprendre. Tristan et Symphonie ont finalement été placés sous la garde de leurs grands-parents paternels, Chris et Rhonda. Les mêmes personnes dont les connexions au sein des forces de l'ordre local ont compliqué l'enquête durant ces premières heures et dont les propres mains ont frotté le sang de Tiffany des panneaux en plastique à l'intérieur du SUV. Aujourd'hui, un banc en bois violet se dresse dans un parc local. Le violet était la couleur préférée de Tiffany. Le banc sert d'endroit sûr où quiconque se sent seul peut s'asseoir, parler avec quelqu'un ou simplement trouver du soutien. À bien des égards, il continue la même idée en laquelle Tiffany croyait des années plus tôt, quand elle a créé une communauté dédiée à aider les mères à se soutenir mutuellement. Si cette affaire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine histoire. Prenez soin de vous.